touch. Alors, on va parler de Notre-Dame, mais moi, je vais commencer par vous parler jeux vidéo. Et pourquoi? Parce que quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, les gens dans le monde entier ont partagé leurs souvenirs de Notre-Dame. Ils ont partagé des photos, des vidéos de visites à Paris, donc des Français, mais des gens partout dans le monde ont fait ça. Et parmi eux, les joueurs, qui n'étaient pas obligatoirement des gens qui avaient pu visiter Paris et Notre-Dame, ont repris le jeu Assassin's Creed Unity, qui était sorti 5 ans plus tôt et qui était un jeu sur la Révolution française. Ils l'ont remis dans leur console, ils l'ont remis dans leur PC, et ils ont capturé des séquences de gameplay, des séquences de jeu, et ils ont posté sur les réseaux ces séquences de jeu. Parce que eux, leur souvenir de Notre-Dame, c'est ce qu'ils avaient pu vivre dans le jeu. Je vais juste vous montrer quelques images de Notre-Dame dans le jeu. Pour ce jeu Assassin's Creed Unity, donc qui est sur la Révolution française, on avait représenté tout Paris avec beaucoup de monuments parisiens, dont Notre-Dame. Ça, c'est un travail qui est un travail de graphiste. Il y a 5000 heures de travail de graphiste. Ce n'est pas du scan, ce n'est pas de la photogrammétrie, c'est vraiment un travail qui a été fait à la main, basé sur des photos de Notre-Dame et des visites sur place. En plus, c'est une équipe qui était à Montréal qui a développé ce projet-là. Au moment de la sortie du jeu, ce modèle a été salué par tout le monde parce qu'il était très proche de la réalité. Il est très beau, et encore là, la vidéo que vous voyez là ne rend pas complètement hommage au travail. Si vous le voyez vraiment sur une console ou un PC, c'est extrêmement beau. Et puis en plus, on se retrouve avec des vues magnifiques de Paris. C'est même pas juste une Notre-Dame qui est isolée, mais c'est une Notre-Dame dans tout le Paris de la Révolution française. Et au moment de l'incendie, du coup, moi, j'ai dit à mon équipe, mais on a un modèle de Notre-Dame. Notre-Dame brûle, mais nous, on a un modèle de Notre-Dame. Alors, il y a des journalistes qui ont dit, ah bah, super, Ubisoft va aider à la reconstruction. Alors, en fait, pas exactement, pour plein de raisons. Mais la principale raison, c'est que notre modèle, il n'est pas scientifique. Il est inspiré de la réalité, il est très proche de la réalité, il est peut-être juste à 90%, mais les 10% qui manquent, c'est les 10% qui sont essentiels à la reconstruction. Donc, en fait, il y a d'autres gens qui ont des scans de Notre-Dame qui sont beaucoup plus justes, alors que nous, c'est un travail artistique qu'on a fait. Donc basé sur l'histoire, sur la science, mais ça reste un travail artistique. On est là pour divertir. Donc pour ça, c'était pas possible. Donc ça aurait été sympa, mais en fait non. Notre modèle n'a pas servi à la reconstruction, et Jérémy pourra le confirmer. Par contre, nous, on peut proposer du divertissement, on peut proposer de l'émotion. Et du coup, après l'incendie, j'ai demandé à mon équipe de reprendre ce modèle 3D et d'en faire une immersion en réalité virtuelle. Donc le jeu, il avait été développé sur un moteur propriétaire d'Ubisoft. Nous, on travaille avec nos propres moteurs et pas avec des moteurs du commerce. Mais par contre, l'asset, c'est-à-dire le modèle 3D, on peut l'exporter et aller l'amener dans un autre moteur. Et en l'occurrence, un moteur de réalité virtuelle. On a travaillé avec Unity. On repart de ce modèle et là, on dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre comme expérience? Et on vit une expérience, en fait, où on peut se balader à l'intérieur de la cathédrale. Là encore, je vais vous montrer des images de l'expérience. Vous avez un casque de réalité virtuelle sur la tête et là, vous vous promenez dans la cathédrale, dans une zone d'à peu près 3 mètres par 3 mètres. Vous pouvez marcher physiquement dans la cathédrale. Il n'y a pas d'interaction autre que votre déplacement. Il n'y a pas d'aspect jeu. On est vraiment sur de l'immersion. Et vous commencez en bas. Vous avez la musique que vous n'entendez pas là, mais on est sur les musiques qui sont les derniers enregistrements de Bach sur l'orgue de Notre-Dame en plus. Donc on est dans un contexte qui est assez proche de la réalité. Et vous êtes téléporté sur 10 scènes différentes, en intérieur, en extérieur, et vous finissez par un tour en ballon. Et vous avez accès même à des endroits qui n'étaient pas visitables quand Notre-Dame était visitable. Tout n'était pas accessible quand on visitait Notre-Dame. L'avantage qu'on a encore, c'est qu'on est sur une Notre-Dame qui est au milieu de Paris et qui n'est pas isolée en tant qu'un modèle 3D qui pourrait être un peu froid. Mais quand on est à l'extérieur, on se tourne et puis on voit les autres monuments parisiens. Alors dans tout ça, vous avez entendu que je vous ai parlé de Notre-Dame, de la Révolution française. Mais comme on le sait tous depuis l'incendie, la flèche de Viollet-le-Duc et la Notre-Dame qu'on connaît, ce n'est pas du tout la Notre-Dame de la Révolution française. On peut dire, bah, ils sont idiots chez Ubisoft, pourquoi ils font ça? Ils savent, ils ont lu les bouquins d'histoire, ils savent très bien que la Notre-Dame de la Révolution française, c'était la Notre-Dame moyenâgeuse, et pas la Notre-Dame moderne qu'on connaît nous, qu'a inventé quelque part Viollet-le-Duc, avec toutes ses fioritures, ses gargouilles, etc., et puis sa flèche monumentale. Alors pourquoi on fait ça dans le jeu vidéo? Parce que nous, on a besoin de préserver l'intérêt du joueur. Il faut que ce soit
intéressant pour le joueur, il faut qu'il s'y retrouve. On est sur des projets qui sont internationaux, donc nos jeux sont vendus à l'international. C'est même pas de l'export, c'est juste nos jeux, ils sont destinés à l'international. Et on sait très bien que pour que Notre-Dame soit reconnaissable à l'international, il faut sa flèche. Et malheureusement, on le voit bien aujourd'hui, quand on passe devant Notre-Dame, sans sa flèche, on ne la reconnaît pas. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est une raison d'intérêt du joueur. Dans Assassin's Creed, vous avez vu, le personnage, il grimpe partout. Et si on le fait grimper sur Notre-Dame, c'est évident que le joueur, il n'a qu'une envie, c'est grimper en haut de la flèche. Donc on est obligé de représenter la flèche. Et c'est un anachronisme qu'on assume complètement. Nous, on n'est pas des scientifiques, on est là pour procurer d'abord du divertissement, de l'émotion. Si les gens, en plus, peuvent apprendre des choses à l'intérieur de nos jeux, tant mieux. Et quand on fait des anachronismes de ce genre-là, bon, on le dit, on l'assume, et ce n'est pas du tout un problème. D'ailleurs, il se passe exactement la même chose dans le cinéma. Quand on est inspiré de la réalité historique, mais on peut prendre des détours pour aller raconter des histoires, qui fait qu'on va augmenter aussi l'engagement des joueurs. Donc mon équipe a développé cette expérience, elle était prête très rapidement, en réalité 3 mois après l'incendie, elle était prête, et après on a trouvé un lieu, et en l'occurrence c'est la crypte archéologique de Notre-Dame qui héberge aujourd'hui l'expérience. Donc là, c'est sur le parvis de Notre-Dame, dans la crypte archéologique, qui a depuis 1 an une exposition qui est Notre-Dame de Victor Hugo à Viollet-le-Duc, et qui a aussi donc cette expérience VR où vous pouvez aller, n'importe qui, c'est ouvert au public, peut aller tester l'expérience VR. Dans le cadre de la crypte, comme c'est tout petit, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais c'est vraiment un endroit qui est petit. On n'a pas fait une zone de 3 mètres par 3 mètres. Parce qu'il n'y a juste pas la place. On a mis des tabourets sur lesquels les gens peuvent tourner. Vous pouvez quand même vous pencher. Vous avez quand même la profondeur dans l'expérience, mais vous ne pouvez pas vraiment vous balader. Par contre, comme vous avez la chance d'être ici chez Ouillard aujourd'hui, vous pouvez tester au premier étage chez Ouillard l'expérience si vous ne l'avez pas encore testée. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais te passer la parole pour que tu parles des vraies choses, parce que moi, je vais parler de l'émotion. Merci Déborah. 2 mots peut-être pour comprendre un peu l'architecture de ce chantier. Moi, je travaille pour l'établissement public, qui est donc le maître d'ouvrage du chantier. Et le maître d'ouvrage, il s'appuie sur une maîtrise d'œuvre des architectes en chef des monuments historiques qui assurent la définition du programme de travaux. Donc nous, le maître d'ouvrage, on est l'établissement public. Et on a une double mission de restaurer la cathédrale et la rouvrir en 2024. Et pour cela, on s'appuie sur le numérique, on en parlera. Et puis de valoriser ce chantier et valoriser les métiers qui contribuent à la renaissance de la cathédrale. Et donc c'est vraiment une double mission qu'on met en œuvre. Quand on parle de numérique au service du patrimoine, pour nous, il y a 2 dimensions. Il y a le numérique au service de la restauration, et je vous donnerai quelques exemples de la manière dont on utilise les technologies du numérique pour mettre en œuvre la restauration, assurer les travaux de recherche. Il y a un vaste chantier scientifique qui s'est lancé à l'occasion de ce chantier de restauration. Et puis une deuxième dimension qui est le numérique au service du rayonnement du chantier. On a parlé de l'émotion suscitée par l'incendie. Cette émotion, elle est en France, elle est à l'international. Et on s'appuie sur des acteurs du numérique. Bruno dans la salle, le directeur général d'Histovry, et notamment sur ces startups grâce auxquelles on peut valoriser le chantier et les métiers en France et à l'international. Et donc c'est vraiment cette double dimension que nous, on met en œuvre. Quelques mots peut-être sur le numérique, les technologies au service de la restauration. Ce chantier, il mobilise des savoir-faire traditionnels, mais on allie ces savoir-faire traditionnels à des technologies modernes. Je vous donne un exemple. On a dû consolider les voûtes fragilisées. Certaines ont été détruites, mais certaines sont fragilisées. Pour ce faire, on a posé des cintres. C'est une technique vieille comme le monde, d'étayer des voûtes, mais on s'est appuyé sur des relevés et des scans 3D, grâce à de la photogrammétrie, de ces voûtes. On a eu une quinzaine d'ingénieurs et de bureaux d'études qui ont modélisé au millimètre près les voûtes et qui ont dessiné ces cintres sur mesure. Et là, on voit bien que le geste du charpentier, qui est un geste traditionnel, ancestral, s'est appuyé sur cette technologie moderne, des relevés 3D, de la photogrammétrie, pour mettre en œuvre cette opération assez fascinante. Aujourd'hui, vous avez un grand nombre de voûtes de la cathédrale qui sont étayées. On a instrumenté la cathédrale. Alors c'est le numérique au sens large, mais la cathédrale, elle est bardée de capteurs qui permettent de mesurer en temps réel les mouvements. C'est une société Osmose qui est spécialisée dans cette technologie d'instrumentation et qui a mis des capteurs sur toutes les voûtes, qui a mis des lasermètres sur l'échafaudage et qui mesure en temps réel les oscillations. On a déblayé et trié les vestiges pour mettre en œuvre ce déblaiement et ce tri des vestiges. C'est un travail de fourmi. On s'est appuyé, là encore, sur des outils numériques pour mettre en œuvre des bases de données
chaque débris devient un vestige. Et donc, on a aujourd'hui une base de données des vestiges et une documentation photo avec des annotations. Et donc, là encore, c'est les technologies au service de la restauration. Si on élargit maintenant le spectre, il y a un vaste chantier numérique qui s'est mis en œuvre à l'occasion de l'incendie de restauration. Et le CNRS a créé un groupe de travail numérique qui mobilise une dizaine de chercheurs. Et ces chercheurs, ils ont créé un double numérique de la cathédrale. Ils ont créé un véritable système d'information, un écosystème numérique, pour la faire courte, qui fédère l'ensemble des connaissances passées et actuelles sur la cathédrale. Et donc, en temps réel, les architectes, les ingénieurs, les chercheurs peuvent consulter et générer des modèles 3D à partir de ce système d'information. Et ça, c'est un outil très puissant qui, d'après ce que me disent le CNRS, n'a pas beaucoup d'équivalent dans le monde. Et donc, on peut générer des modèles 3D. Là encore, ça s'appuie sur la photogrammétrie. Et ce double numérique permet également d'annoter. Vous pouvez être l'architecte, vous regardez, vous faites des observations, vous annotez directement dans le modèle 3D que vous avez généré vos commentaires. Et ces annotations, ces commentaires vont aller enrichir cette plateforme collaborative. C'est une plateforme qui est open source, s'appelle Aioli. Et donc là, c'est un outil très puissant dont on serve le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, mais aussi l'ensemble des chercheurs. Il y a plus de 130 chercheurs qui aujourd'hui travaillent sur l'histoire de la cathédrale, sur les matériaux, et qui s'appuient sur cette plateforme collaborative qui s'enrichit. Un dernier mot sur ce volet du numérique au service de la restauration. On a procédé, la cathédrale était un des monuments les plus documentés de France. Un professeur d'histoire et d'art médiéval, Andrew Talon, avait fait des relevés 3D de la cathédrale dès 2010. Et donc, on disposait de relevés très précis de la cathédrale. Il s'était appuyé sur ça, sur une start-up française, AGP. Et nous, au moment de l'incendie, on a demandé à cette start-up AGP de procéder à des relevés 3D des zones sinistrées. Et ça a permis aux architectes en chef, à la maîtrise d'ouvrage, de mesurer l'étendue des dégâts et d'affiner les opérations à mettre en œuvre dans la phase de sécurisation. Donc on a aujourd'hui des relevés très précis, des relevés 3D de la cathédrale, à la fois avant l'incendie et après l'incendie. C'est un outil très précieux pour nous. Et à partir de ces relevés 3D, on a mis en œuvre un BIM, pardon, je rentre dans le détail, mais un Building Information Management, qui est une plateforme numérique qui permet là de nous aider à concevoir les installations de chantier et à gérer la base vie. Donc vous voyez, le numérique, c'est un outil pour nous très puissant, et les technologies du numérique pour allier au savoir-faire moderne la puissance de ces outils qui contribuent autant à la restauration qu'à la recherche. Donc voilà pour cette dimension. Peut-être qu'on peut montrer juste quelques images pour que vous preniez la mesure. Alors je ne sais pas comment je le fais. Voilà. À la fois de ces plateformes collaboratives, de ces relevés 3D. Alors, est-ce qu'on fait comme ça? Voilà. Donc là, vous voyez voilà, des relevés réalisés par AGP qui ont relevé l'ensemble de la cathédrale après l'incendie. Vous voyez, on arrive ensuite à établir des modèles assez précis. Vous voyez là les zones sinistrées. Là, on est dès mai 2019. Voilà, j'avance un petit peu. Et là, voilà la plateforme collaborative. Donc là, c'est la plateforme collaborative du CNRS qui permet d'agréger des points, de faire des mesures. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment un outil très puissant. Voilà, j'en montre quelques exemples. Un dernier exemple dont je n'ai pas parlé, on avait énormément de vestiges, et l'idée des architectes, c'est d'utiliser les vestiges qui sont encore utilisables dans la reconstruction. On avait notamment des claveaux d'un arc de la nef qui étaient encore utilisables, et donc grâce à un robot créé par la start-up Mercurio, un robot qui a été créé spécialement pour ce projet, on a pu reconstituer un arc de la nef. Ils ont procédé à des millions et des millions d'images dans l'ensemble des claveaux qui avaient été récupérés, et grâce à cette technologie, ils ont pu aider les architectes en chef et l'établissement public à reconstituer un arc de la nef. Et donc ce robot, il nous sert aussi à pouvoir remployer des matériaux, réutiliser des vestiges dans le cadre de la restauration. Vous voyez quelques images de cette opération. Voilà, alors j'ai un peu honte de parler à la place d'Histovry de cette exposition, parce que Bruno est là, mais je vais en dire deux mots, simplement pour dire que nous, établissement public, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des startups qui soutiennent ce chantier de restauration et qui
nous accompagne aussi dans la valorisation du chantier et des métiers. Cette exposition qui a été réalisée par Istovry et qui a été intégralement financée par L'Oréal, alors qui ne parle pas que du chantier et des métiers. Hein. Elle a fait l'ouverture de l'exposition universelle à Dubaï, mais grâce à ce partenariat avec Istovry, près d'un tiers de l'exposition permet aux visiteurs de plonger à l'intérieur du chantier, de découvrir les métiers. Vous le voyez, on est sur une technologie de réalité augmentée. Et Bruno pourra vous en dire un peu plus s'il y a des questions. Mais voilà pour nous, c'est un outil très puissant qui permet aussi à public de découvrir ces métiers qui sont souvent méconnus et qui nous permet aussi, pourquoi pas, de susciter des vocations. Voilà, en France, on manque de métiers du patrimoine, on manque de métiers d'art. Et le numérique, grâce à la réalité augmentée, on annoncera prochainement un gros projet de réalité virtuelle qui permettra aux visiteurs de plonger aussi à l'intérieur de ce chantier. Ça nous permet aussi de faire rayonner le chantier en France et à l'international et d'essayer aussi de susciter des vocations. Donc voilà, on s'appuie beaucoup sur le numérique, sur ce chantier de Notre-Dame. Et puis surtout, on n'est pas en opposition entre ce qui se passe en termes de reconstruction, enfin, ce qui peut paraître comme sérieux, et ce qui est de l'ordre du divertissement. Et d'ailleurs, avant de mettre l'expérience VR Notre-Dame d'Ubisoft à la crypte, on l'a montré à l'UNESCO aux Journées du patrimoine. Ça, c'était 6 mois après l'incendie. Et puis, on a aussi eu la chance de la montrer à un événement qui était organisé au ministère de la Culture pour les acteurs du chantier. Donc là, on avait le général Georgelin, on avait l'architecte Villeneuve, on avait Monseigneur Aupetit, on avait les tailleurs de pierre, les vitraillistes, et on avait amené nos casques. Et là, on leur a proposé, on leur a expliqué d'où venait notre modèle, on leur a expliqué qu'on était d'accord qu'il était anachronique, on était d'accord qu'il n'était pas complètement exact. Ils ont mis le casque et toutes ces personnes qui connaissent par cœur Notre-Dame, ils ont vécu l'expérience qui dure 3-4 minutes. Ils ont enlevé le casque, ils ont tous parlé d'émotion. Et ils ont tous été bluffés par l'émotion. Quelque part, ça nous a validé le fait que oui, on tenait quand même quelque chose qui avait de la valeur, même s'il n'était pas exact, et que ça pouvait venir en complément de ce qui se passe sur la reconstruction, sur les métiers, sur le chantier. Il y a un truc qui est incroyable avec Notre-Dame, qui est, je ne sais pas s'il est explicable ou pas, mais c'est l'attachement qu'on a tous à ce bâtiment, qu'on ait un attachement religieux ou pas, qu'on soit parisien ou pas. C'est un truc de dingue où, quand Notre-Dame brûle, eh ben, le monde pleure. Et moi, j'étais la première à être surprise. Enfin, moi, j'ai eu ma petite larme quand Notre-Dame a brûlé. Et je me dis, mais pourquoi ? Et en fait, c'est un peu comme si ce truc, Notre-Dame, c'est intemporel. Et si Notre-Dame brûle, elle risque de s'effondrer, où sont nos certitudes ? Qu'est-ce qui peut durer ? Notre-Dame a traversé toutes les guerres. Et à traverser tous les événements. Et en fait, si ça, c'est fragile, ça veut dire que tout est fragile. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait qu'on a cet attachement. Il y a plein de documentaires aussi sur Notre-Dame. Il y en a qui sont déjà sortis. Il y en a d'autres qui sont en préparation et qui vont aussi explorer à la fois le côté architecture, le côté qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche, justement. Maintenant qu'on a Notre-Dame qui est en chantier, alors on peut aller l'explorer, explorer même les murs et les fondations de Notre-Dame de façon plus précise, mieux comprendre comment elle a été construite. Et puis des documentaires qui vont travailler aussi sur l'émotion. Donc en fait, le chantier, il est beaucoup plus vaste. Le plus important, c'est la reconstruction, mais ça va au-delà de ça, en fait. Oui, juste un mot, il y a eu un élan de générosité sans précédent dans l'histoire de la philanthropie française. Hein. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir recueilli 840 millions d'euros de dons, ce qui n'est jamais vu en France. Hein. Quand Rockefeller donne, après la Première Guerre mondiale, pour reconstruire le château de Versailles, de Fontainebleau, la cathédrale de Reims, il donne l'équivalent d'$1 million, ce qui est à peu près 12 millions d'euros d'aujourd'hui. Et pourtant, dans l'histoire de France, le don de Rockefeller est un don sans précédent. Donc, les dons qu'on a connus, l'élan de générosité et d'émotion est sans précédent. Nous, on a essayé de comprendre en discutant avec ces 340 000 donateurs, pas avec tous. Ce qui est vrai, c'est que sans doute aucun monument en France et peut-être dans le monde n'aurait suscité une telle émotion parce que c'est un monument polyphonique. Quand vous parlez aux grands donateurs, certains vous disent qu'ils y sont attachés parce que c'est la cathédrale métropolitaine, le haut lieu de culte français. D'autres vous disent c'est le mémorial de notre nation. C'est là où les rois passaient après leur couronnement, c'est le sacre de Napoléon, c'est tous les moments de l'histoire française se sont déroulés à Notre-Dame de Paris. D'autres y voyaient le symbole du patrimoine universel,
la cathédrale est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est vraiment un monument polyphonique. Et si vous regardez les autres monuments français, il manque toujours quelque chose. Versailles, c'est un lieu emblématique, un mémorial de notre nation, mais il n'y a pas la dimension spirituelle et religieuse. Et donc nous, c'est vrai que, et grâce notamment à ces outils numériques, on permet au public qui ne peut pas accéder au chantier, c'est un chantier fermé, de poursuivre et d'être associé à ce projet. On a créé un magazine qui est disponible aussi en version numérique. Et donc c'est important pour nous de permettre à ce public, à ces 340 000 donateurs, de suivre le chantier, d'y être associés. Et pour ça, les outils numériques qui vont circuler en France et dans le monde sont un levier très important pour nous. Et puis même des choses comme la visite virtuelle de Notre-Dame, ça permet de visiter Notre-Dame en attendant qu'elle se refasse une beauté et qu'elle puisse ouvrir de nouveau au public. Mais ça permettra aussi de visiter Notre-Dame depuis l'étranger, les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour la visiter. Ça permet même de visiter Notre-Dame quand on est à mobilité réduite. Mais finalement, on peut être dans un fauteuil et se déplacer à l'intérieur de Notre-Dame. Et comme le casque de réalité virtuelle repère tous vos mouvements, vous avez physiquement l'impression de vous déplacer à l'intérieur de la cathédrale. Tout à l'heure, je parlais des documentaires, mais il y a aussi un film qui est en préparation, un film de Jean-Jacques Hano, qui s'appelle Notre-Dame brûle, et qui raconte la lutte contre l'incendie. Donc ces premiers pompiers qui sont arrivés, le sauvetage de la couronne d'épines, et puis comment ils ont éteint l'incendie dans le beffroi. Et puis on a échangé pas mal avec Pathé et avec Jean-Jacques Hano, et on a décidé de développer une expérience qui est un escape game en réalité virtuelle, qui reprend ce modèle de Notre-Dame qu'on a, et dans lequel, au lieu d'être juste sur une visite immersive, là, on va avoir des actions puisqu'on va être sur un escape game. Donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, vont pouvoir vivre une expérience d'1 heure à l'intérieur de notre joli modèle de Notre-Dame, et vivre même le sauvetage de la couronne d'épines, et puis aller en équipe éteindre l'incendie. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une question. Merci pour cet exposé très intéressant. Pourquoi ne pas rendre disponible au grand public sur les plateformes de jeux vidéo comme Steam, ces expériences VR pour ceux qui ont une installation VR à domicile? Eh bien, si vous avez un casque VR, c'est tout à fait disponible. Ah bah ouais. Et c'est même gratuit. Parce qu'en fait, nous, on a choisi, au moment de l'incendie, en fait, Ubisoft a joué son rôle d'entreprise citoyenne. On a donné de l'argent pour la reconstruction. On a mis le jeu Assassin's Creed Unity à disposition du public. Donc, les gens pouvaient télécharger le jeu gratuitement et le posséder, voilà, l'obtenir. L'opération a duré 1 semaine, mais énormément de gens ont téléchargé l'expérience, enfin le jeu, qui est un jeu complet, et l'ont gardé. Et la troisième chose qu'on a fait, c'est effectivement cette expérience Notre-Dame qu'on a fait en mécénat, et donc elle est gratuite sur les stores. Alors, merci Déborah et Jérémy, parce que je trouve que vous illustrez quand même formidablement bien un peu ce qui se passe avec le digital et finalement le secteur privé, le secteur public, cette idée de French Touch. On sent bien que le digital est quand même en train de nous rapprocher, et je le sais puisqu'on a des relations aussi par ailleurs. Mais alors j'ai une question. Avant ça, je dis d'ailleurs que pour ceux que ça intéresse, il y a une démo de l'expérience. Il y a une petite démo au premier étage. Donc, si vous voulez voir une partie de ce qui a été montré à Dubaï dans le cadre de l'exposition universelle sur le pavillon France, c'est possible ici. Et vous êtes cordialement invité, bien sûr, à le découvrir. Oui, alors ma question, c'était une question pour toi, Déborah, et pour l'expérience à la crypte. J'aurais bien aimé que tu développes un petit peu comment ça se passe avec les visiteurs de la crypte, en termes un peu de prise en main, parce que quelle est l'expérience qu'on va vivre. Imaginons que j'arrive à la crypte, comment ça se passe? Alors à la crypte, comme je disais, on a mis sur des tabourets l'expérience. Donc en fait, quand on arrive, on peut s'asseoir sur un tabouret. C'est juste des tabourets tournants. Il n'y a pas la place pour se déplacer. Donc on est sur des tabourets tournants et on vit l'expérience qui est extrêmement simple. En fait, la réalité virtuelle, c'est un objet technologique un peu compliqué. D'accord ?
Surtout quand on parle de réalité virtuelle branchée à des PC, c'est compliqué à installer, etc. Mais une fois qu'on a le casque sur la tête, c'est plus compliqué du tout. C'est hyper simple. Et là, en plus, on n'a même pas d'interaction, il n'y a pas de manette, il n'y a rien. On demande juste aux gens de vivre l'expérience. Quand ils peuvent la faire debout, ils marchent. Et puis quand ils ne peuvent pas la faire debout, ils sont juste assis sur un tabouret. Et puis ils tournent et ils peuvent se pencher s'ils veulent regarder au-delà d'un balcon. Mais voilà, c'est hyper simple, hyper accessible. Nous, on l'a donné gratuitement, effectivement, à la crypte. Le seul problème qu'ils ont eu à la crypte, c'est qu'ils avaient besoin d'un médiateur pour pouvoir être là à côté des gens, pour mettre le casque sur la tête, etc. Et du coup, ils ont dû prendre un médiateur en plus. Et à cause de ça, ils font payer l'expérience, je crois que c'est 2 €. Ils font payer l'expérience au public. Mais dans l'ensemble, le public est OK pour ça. Donc ça se passe plutôt très, très bien. J'en ai reparlé avec eux encore la semaine dernière. Ils sont très, très contents de l'expérience. Juste un mot, ce qui est intéressant aussi, on ne l'a pas dit, c'est que toutes ces expériences se font à travers du mécénat. Et c'est important. L'expérience Istovry sera gratuite pour le public au Bernardin à partir d'avril, comme elle l'a été au Pavillon France. Vous avez, vous, Ubisoft, offert le jeu. Et donc, c'est intéressant de voir que tous les projets qui se développent, alors s'ils ne sont pas gratuits, il y a une partie des bénéfices qui est reversée à la restauration. Et c'est assez remarquable de voir que même dans les projets culturels qui sont développés autour du chantier, il y a cette dimension philanthropique qui se poursuit et qui est assez importante pour être notée et relevée. Vous avez parlé des métiers traditionnels qui permettent la restauration et en fait, il y a très peu de gens aujourd'hui qui permettent de les perpétuer puisque ce sont vraiment il n'y a pas des écoles qui forment à ça forcément, ça doit être vraiment formé de personne en personne. Est-ce qu'une partie des fonds qui ont été levés, les quantités dont vous avez parlé, permettent de développer ça? Alors nous, la loi, elle est assez claire. On est encadré par une loi qui a géré la souscription nationale, cette fameuse souscription qui a permis de recueillir les dons et qui définit l'usage que l'on peut faire de ces dons. On est sans doute, nous, l'établissement public le plus contrôlé de France et l'argent qui a été versé pour Notre-Dame est sans doute le plus contrôlé à tous les niveaux. Donc l'argent, il peut servir à restaurer la cathédrale et une partie, grâce notamment à des mécénats qu'on a obtenus par la suite, nous permettent de mener des actions de valorisation. On peut mener des actions de formation, mais pour des personnes qui travailleraient sur le chantier de Notre-Dame. Donc aujourd'hui, nous, l'argent, on l'utilise plutôt pour demander aux entreprises de prendre des apprentis, de prendre des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, dans nos marchés publics, on va passer plus de une centaine de marchés publics. C'est lourd, c'est un travail juridique, de cahier des charges techniques très important, parce qu'on a fait le choix, et pardon de rentrer dans le détail, de faire un allotissement. C'est-à-dire qu'on a décidé de diviser, si vous voulez, les travaux par corps d'État, par corps de métier. C'est un travail très fin, mais ça nous permet de garantir l'accès aux PME et aux TPE à ce chantier. On aurait pu se faciliter la vie et de faire 3-4 lots. Ça aurait été des grosses entreprises qui auraient sous-traité. Nous, on a choisi de faire un allotissement. Et donc, dans le cadre de ces centaines de marchés publics, on a une clause qui oblige les entreprises à réaliser un certain nombre d'heures d'apprentissage, un certain nombre d'heures avec des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, pour ça, on se fait accompagner par des associations qui sont spécialisées sur ces sujets. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on permet, par les entreprises, si vous voulez, de créer un peu une forme d'écosystème et de valoriser les métiers. Nous, après, on est plutôt dans la valorisation des métiers, les faire connaître. On a organisé, par exemple, un village des métiers sur le parvis de la cathédrale qui a accueilli plus de 20 000 visiteurs. Et donc, on est plutôt dans cette mission grand public de faire rayonner les métiers. Après, on s'appuie sur des partenariats. Il y a aujourd'hui un campus des métiers d'art, par exemple, qui a été créé à Versailles, qui est porté par le rectorat de Versailles, dans les écuries du château de Versailles. Et bien entendu que Notre-Dame va être partenaire. Mais on est plutôt en appui, en soutien pour permettre le rayonnement, pour permettre que des intervenants de Notre-Dame viennent participer, plutôt qu'en financeur. Voilà. Les savoir-faire ne sont pas en danger. C'est ça le sens de ma question. Aujourd'hui, nous, il y avait les questions s'est posées. Est-ce qu'on a assez de main-d'œuvre, assez de métiers pour reconstruire Notre-Dame? Aujourd'hui, ces métiers, ils existent encore sur notre territoire. Il faut les transmettre, il faut soutenir ces écoles. Mais aujourd'hui, on a plutôt besoin de susciter des vocations. Les formations, elles existent. Les compagnons prêts à former existent. On l'a vu chez les facteurs d'orgue qui ont déposé l'orgue et qui maintenant le restaurent. Les savoir-faire sont là. Ils cherchent maintenant des jeunes qui ont envie de se lancer dans ces métiers. Donc, on a la structure. Les carnets de commandes sont pleins.
Nous, à Notre-Dame, vous l'avez peut-être vu, on a fait un peu une campagne médiatique il y a quelques semaines pour annoncer les appels d'offres et les appels à candidature, pour demander aux entreprises de venir participer à ce chantier. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans le patrimoine aujourd'hui. Les carnets de commandes des entreprises sont pleins. Et donc, il faut qu'en face, on ait les vocations et les professionnels à la hauteur. Mais voilà. Combien de corps de métier interviennent au niveau de Notre-Dame? Combien de personnes également interviennent sur le chantier? Alors, pendant la phase de sécurisation qui s'est achevée en septembre 2021, c'était une dizaine de corps de métier et on était une centaine de compagnons qui travaillaient au quotidien sur le chantier. Au plus gros de la phase de restauration, on va monter à 400, 500. Ça demande aussi de réorganiser complètement la base vie. Hein. C'est lourd. Il y a peu de place. Hein. C'est très étroit. Nous, on a un vrai enjeu, c'est que l'emprise chantier est assez restreinte. Et vous avez des métiers d'art, vous avez des métiers du patrimoine, vous avez des métiers de la recherche. Et donc, c'est des dizaines de corps de métiers qui vont être mobilisés. Il y a ceux qu'on connaît, les charpentiers, les tailleurs de pierre, mais il y a aussi tous les métiers de la restauration. Il y a les métiers du cuivre, les dinandiers. Enfin, on découvre des métiers assez fascinants, des serruriers d'art, des plombiers d'art. Donc il y a en tout cas 3 corps de métiers principaux, si vous voulez, les métiers du patrimoine, les métiers d'art et les métiers de la recherche. Et c'est par exemple ces corps de métiers qu'on pourra découvrir dans l'expérience historique, qu'on peut découvrir, qu'on mettra nous en avant à travers d'autres outils. On a lancé, parce que tu parlais du film, nous on lance en décembre une grande exposition de bande dessinée. J'ai demandé à des grands dessinateurs de bande dessinée de venir croquer le chantier. Parce que si on veut susciter des vocations, il faut aussi donner envie aux jeunes et parler aussi dans leur langage. Donc c'est bien de faire des magazines, etc. Mais le numérique est utile, mais la bande dessinée est aussi un médium intéressant pour toucher ces jeunes. Et donc on a une exposition qui va ouvrir en décembre, qui circulera à Paris et puis qui sera ensuite visible en France et à l'étranger, et qui permet de montrer le chantier et de valoriser les métiers. Voilà. Et juste pour peut-être rebondir sur votre question, monsieur, mais... J'ai l'impression que ce que vous vivez, hein, Jérémy, ce que vous allez vivre encore pendant 2 ans et demi, 3 ans. 2024. Ouais. Je fais mes calculs. Ouais, moi aussi. Donc c'est unique dans l'histoire. Et je me demande si après ça, vous ne pourriez pas rejoindre la French Touch, c'est-à-dire être capable d'assister des opérations de restauration du patrimoine complexes qui manipulent tous ces savoir-faire, tous ces métiers, toute cette ingénierie, tout ce digital. Et je me dis, parce que je pense à notre ami Florian Rinucci qui dirige Guédelon depuis plus de 20 ans. Et maintenant, c'est devenu un second business où ils interviennent en tant que consultants du patrimoine médiéval quand il faut restaurer un mur, une tour, parce qu'eux, ils l'ont construite. Donc, ils savent qu'il y a des chaux qui tiennent et des chaux qui ne tiennent pas, etc. Et du coup, il m'a dit, c'est incroyable, ça nous a donné un nouveau métier à l'international de super experts. Donc je me dis, puisque c'est la soirée French Touch, qu'avec cette super expérience digitalo-concrète, vous allez avoir dans les mains un truc exceptionnel à faire vivre aussi, ou que vous pourriez faire vivre. C'est vrai que c'est une question. Hein. Non, mais je vais te répondre. C'est vrai que c'est sans doute la première fois en France qu'un maître d'ouvrage a vraiment cette double dimension, à la fois de restaurer et de valoriser un chantier, de valoriser des métiers, de porter presque une politique publique, alors attention aux grands mots, mais quand même de valorisation des métiers à l'échelle de la France, même de l'international. Et c'est vrai que alors ça existe, hein, valoriser un chantier, des métiers. Il y a déjà des chantiers écoles, il y a des palissades de chantiers informatifs, mais à cette échelle-là, en partenariat notamment avec des acteurs du privé, des startups, de mener à bien des opérations d'envergure, de valorisation et de rayonnement conjuguées à des vraies opérations de maîtrise d'ouvrage, de restauration qui s'appuient elles-mêmes sur le numérique, c'est assez rare et c'est assez unique. Et il faudra se poser la question, effectivement, alors à plus court terme, de savoir comment sera gérée Notre-Dame par la suite. L'exploitation reviendra bien sûr au culte et à l'affectataire, hein, parce que la cathédrale est une cathédrale affectée au culte catholique. Mais la question ensuite de la gestion de Notre-Dame, qu'est-ce qu'on fait ensuite pour continuer de valoriser son histoire, ce chantier, les métiers. Donc la question se pose déjà à l'échelle de Notre-Dame pour la suite, et puis à l'échelle de la France, voir effectivement comment ce projet, qui est assez unique par les synergies qu'il a permises, par l'écosystème qu'il a permis de construire, pourra servir à d'autres chantiers. C'est un vrai enjeu sur lequel on commence à réfléchir, mais là, il faut aussi que le ministère de la Culture s'approprie ces sujets-là et définisse aussi une ambition de ce point de vue-là.
Est-ce que vous avez trouvé des moyens innovants de gérer l'approvisionnement en matières premières? J'imagine que ça va être un problème très complexe à gérer et vu la taille, je me suis dit que vous avez peut-être trouvé des solutions. Bah, le bois, on a eu de la chance parce que la filière forêt-bois s'est engagée dès le lendemain de l'incendie à fournir l'ensemble des chênes nécessaires à la reconstruction de la cathédrale. On a besoin de 2000 chênes pour reconstruire la cathédrale, 1000 pour la charpente de la flèche, de la croisée du transept et des travées adjacentes, et 1000 pour la charpente du grand comble, la forêt, cette fameuse forêt. Donc on a besoin de 2000 chênes, et grâce là encore à une mobilisation sans précédent de la filière forêt-bois en France, on nous a offert l'ensemble des chênes, et c'était très émouvant. On parlait d'émotion, on est allé à la fois dans des petites forêts privées, dans des grandes forêts publiques, tout le monde voulait donner son chêne pour Notre-Dame. On a été inondé de propositions, et malheureusement on n'a pas pu y répondre favorablement à toutes, mais on a des histoires formidables. Un vieux monsieur, la famille d'Harcourt, qui possède la forêt de Vibray. C'est la plus grande chênaie française privée. Ce monsieur de 94 ans, assis comme ça, debout sur sa canne, déclamant des vers de Charles Péguy, en nous expliquant combien c'était important pour lui d'offrir des chênes pour Notre-Dame, combien il avait pleuré. Et donc, on a des histoires magnifiques. Donc, et ce n'est pas que les propriétaires de chênes. Les scieurs nous offrent le sciage des bois. C'est toute la filière, les transporteurs, les débardeurs. Enfin, je passe des détails. Le bois est géré et offert. Et on remerciera jamais assez la filière forêt-bois. Et puis la pierre, alors, en 2 mots, on a fait un partenariat avec le Bureau de recherche géologique et minière pour identifier les caractéristiques des pierres dont on avait besoin. Moi, j'ai appris, je ne savais pas que les pierres étaient des êtres vivants qui vivaient entre elles, et plus ou moins bien. Et donc, il y en a qui ne fonctionnent pas très bien entre elles. Et donc, l'enjeu avec le BRGM, ce bureau d'études, c'est d'analyser des pierres compatibles. Voilà, il y a des pierres qui sont compatibles et d'autres pas. Et donc, on a fait un vrai travail de recherche. Et aujourd'hui, on a défini les caractéristiques des pierres dont on avait besoin. Et on s'appuie sur des carrières, principalement en Île-de-France, mais aussi en France. Donc, on a les matériaux, mais on a la chance aussi d'être Notre-Dame. On sait qu'il y a des tensions très fortes aujourd'hui sur le chêne en France. Et c'est vrai que pour ça, on bénéficie, nous, d'un caractère exceptionnel. En gros, il y a des ruptures de stock chez Ikea, Voilà. mais il n'y en a pas pour Notre-Dame. Exactement. Je voudrais revenir au sein du BISOP. Est-ce que vous intervenez au niveau des classes auprès de l'éducation nationale pour faire découvrir. Je ne sais pas si on m'entend. Excusez-moi. Oui, je voudrais savoir au sein du BISOP, est-ce que vous intervenez au niveau de l'éducation nationale pour faire découvrir un peu au niveau des casques dans la réalité virtuelle l'intérieur de Notre-Dame? Parce que c'est vrai que c'est important aussi en France de faire voir au niveau de l'éducation le patrimoine qu'on a. Voilà. Tout à fait. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont équipées de casques de VR. Alors, en fait, ça pourrait fonctionner. Moi, j'ai emmené le casque dans la classe de maternelle de ma petite dernière et les enfants ont adoré, ces enfants de 5 ans. J'ai commencé par leur expliquer, voilà, vous avez tous entendu parler de l'incendie, etc. Je leur mets le casque et puis j'en ai un qui me dit, tu me dis n'importe quoi, elle n'est pas cassée, elle est hyper belle, la cathédrale. Et je dis, justement, nous, on te permet de la visiter en attendant qu'elle soit réparée. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas d'équipement dans les écoles, mais par contre, il y a d'autres initiatives qui permettent aux écoles de visiter Notre-Dame, et en particulier les microfolies. Les microfolies, c'est une initiative du gouvernement. C'est la Villette qui pilote l'initiative. Où en gros, ils ont fait un deal avec une douzaine de grandes institutions, le Louvre, Versailles, etc., pour avoir les droits digitaux sur les œuvres. Donc, ils ont la Joconde, ils ont une visite de Versailles, ils ont une visite du Palais Garnier, etc. Voilà. Ça fait tout un catalogue d'œuvres qui est à disposition gratuitement, puisque tous les droits sont déjà négociés. Enfin, ils sont gratuits, mais en gros, ils sont clearés, ils sont propres. Et ça permet à n'importe quelle ville, n'importe quel village en France ou même à l'étranger d'ouvrir un musée physique avec du contenu digital, avec un catalogue qui est très très large et qui permet d'apporter la culture au plus proche du public. Ça, c'est fait au départ avec des grandes institutions et de l'art plutôt traditionnel. Sauf que nous, on a commencé à discuter avec la microfolie de Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, qui était intéressée par le Discovery Tour d'Ubisoft sur l'Égypte. Donc Discovery Tour, c'est le module pédagogique issu d'Assassin's Creed, issu du monde d'Assassin's Creed. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de pression du temps. On est vraiment sur un module pédagogique.
Et on l'a mis là-bas pendant 1 an, ça a hyper bien fonctionné. Et là, du coup, on a étendu le partenariat et on l'a annoncé de façon officielle. Dans le catalogue des Microfolies, il y a les 3 Discovery Tours, donc Égypte, Grèce et Viking. Donc ça fait plusieurs heures de contenu validé au niveau historique et développé avec des enseignants, etc. Mais ça reste une partie interactive et gamifiée en quelque sorte. On a un logiciel qu'on a développé qui est Apprends à coder avec les lapins crétins pour initier les enfants à la programmation. Et on a Notre-Dame en réalité virtuelle. Il y a déjà quasiment 200 microfolies en France. Il y a un plan pour en faire 1000. Et ça permet d'apporter la culture au plus proche. Et le maire de Villeneuve-Saint-Georges nous expliquait qu'on a plein de scolaires qui viennent. Donc ils viennent pendant la semaine avec la maîtresse. Voilà. Et puis on l'a vu, nous, avec une classe de CM1 qui était là quand on a inauguré le partenariat. Donc ils viennent la semaine et le week-end, ils viennent avec leurs parents. Et ils amènent leurs parents. Et c'est encore plus joli quand c'est dans des villes ou des villages qui sont très éloignés de la culture, soit parce que d'un point de vue familial, c'est pas dans leur tradition, dans la culture, c'est des gens qui peuvent être un peu éloignés de l'école ou de la culture. Parfois des gens qui n'ont pas un background familial français, des gens qui sont arrivés, des enfants qui peuvent ne pas être nés en France, etc. Donc ils découvrent la culture. Et puis il y a des endroits où tout simplement ils n'ont pas d'accès à la culture parce qu'ils sont dans un village et qu'il n'y a pas un musée à 200 km à la ronde. Et c'est pas du tout la même chose d'aller dans un lieu, même pour voir du digital, que de rester chez soi derrière son ordinateur, taper la Joconde et regarder la Joconde. Aller dans un lieu et vivre une expérience ensemble, que ce soit avec un groupe de classe ou avec sa famille, c'est quand même beaucoup plus efficace. 2 mots sur les écoles, parce que c'est important pour nous effectivement de toucher le public scolaire. Nous, on va mettre en œuvre une mallette pédagogique qui permettra, une mallette pédagogique dans un premier temps physique, qui permettra aux enseignants, au public scolaire de parler du chantier, parler des métiers à leurs élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. On va créer aussi des ateliers pédagogiques, là encore avec la CAPA, pour permettre aux enseignants de organiser un atelier pour leurs élèves et leur permettre d'appréhender le chantier et les métiers. On réfléchit avec Istovry à un module pédagogique qu'on pourrait proposer. Alors, est-ce que c'est aux microfolies? Est-ce que c'est sans les microfolies? Enfin, de permettre, là encore, de s'appuyer sur ce qui existe, qui est très grand public, pour en développer un module pédagogique. Donc, il y a effectivement, on est en train de réfléchir à un ensemble d'actions et d'outils qui permettront aux enseignants de s'approprier le chantier, les métiers, d'en parler à leurs élèves. C'est très important d'avoir cette stratégie ciblée. Ce n'est pas tout à fait les mêmes outils. Il faut les adapter, bien entendu. Et puis on a aussi la capacité de rayonner à l'étranger avec tout ça, justement parce que c'est du digital. Donc là, Istovry au pavillon France à Dubaï, mais on a aussi l'Institut français, en fait, qui a un très bon relais de la culture française partout dans le monde et qui ont mis en place des catalogues digitaux. Donc ils identifient les œuvres qui sont les plus intéressantes, qui ont le plus de valeur, qu'elles soient culturelles ou éducatives, etc., pour les mettre dans ce catalogue et que ce soit disponible dans tous les instituts français qui, eux, vont pouvoir organiser des démos. La responsable m'expliquait tout à l'heure qu'il y a eu quelque chose récemment en Ukraine avec la version Notre-Dame d'Ubisoft et qui a très très bien fonctionné. On a eu des demandes sur le Japon aussi pour aller faire des démos dans les écoles avec l'expérience Notre-Dame d'Ubisoft. Donc voilà, ça c'est des choses qui voyagent facilement. Bien, merci à tous, merci à ceux qui sont dans la salle, merci à ceux qui sont en ligne.